Bonjour à tous. Mais écoutez, on va démarrer. Je pense qu'on est suffisamment. Quoique Christine, tu as allumé ton micro également. Tout le monde doit Ouais, tout à certainement fait. nous Bonjour. entendre. Alors, c'est une première pour nous de lancer ce webinaire. Bonjour Christine. Bonjour, Alors, Patrick. bonjour. On va vous le faire à deux, d'ailleurs, ce webinaire-là. Alors, je le fais avec Christine Guinebrettière, qui est le CIO d'un des fleurons de l'ingéniosité à la française, qui est Psychléa, dont elle nous parlera un peu plus après. Et moi, je suis Kaïs Kamal, le directeur de la prescription pour Bicona. Pendant ce webinaire-là, vous voyez un petit onglet qui est basé sur votre droite, si je regarde sur le petit onglet que vous avez sur le côté, avec un petit point d'interrogation question. Vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et à la fin, lorsque l'on terminera, on reprendra ces éléments et on lira vos questions en direct à la fin de la présentation. Eh bien, on va pouvoir démarrer, Christine. On va pouvoir y aller. Excellent. C'est avec moi que vous allez commencer. Alors, on s'est dit qu'on allait vous faire ce webinaire-là parce qu'on a un engagement qui est commun, un engagement environnemental entre nous et Psychléa. On considère tous les deux que les ressources sur Terre sont limitées, qu'on ne peut pas indéfiniment venir piocher dans les ressources. Et si on prend le modèle, par exemple le modèle de Peter Haff, qui est un anthropocène américain, il considère qu'on peut modéliser la planète en 5 sphères. Il y a la première sphère qui est l'hydrosphère, les étendues d'eau que tout le monde connaît. La deuxième sphère qui est la lithosphère, le manteau terrestre. La cryosphère, tout ce qui est les régions polaires et les sommets glacés. On a également la biosphère, dont on fait partie, hein, tout ce qui est organismes vivants et également l'atmosphère. Et la technosphère. Et cette technosphère, aujourd'hui, on peut considérer d'après les calculs grossiers qui ont été faits, qu'elle représente 30 000 milliards de tonnes. Et sur ces 30 000 milliards de tonnes de CO2, si on lui donne une figuration par rapport à ce que pourrait être représenté ou modélisé, ça représente 150 000 pyramides d'Égypte, pour vous donner un peu le poids de la masse que représente cette valeur en CO2, ce qui est significatif. Et en plus, les pyramides d'Égypte, en termes de technosphère, on ne fait pas mieux. Alors la technosphère, c'est tous les éléments qui constituent l'outil biface de l'homme préhistorique jusqu'à aujourd'hui, tous les procédés industriels qui sont mis en place. Donc il y a un véritable impact de l'homme que l'on voit. On peut en voir, on peut en entendre parler partout dans les journaux. Il y a des climato-sceptiques qui vous diront le contraire, que il y a eu des aires glaciaires dans l'évolution de la planète et que tout peut changer et que c'est normal, ou il y a d'autres rapports du GIEC beaucoup plus alarmants. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit les constats aujourd'hui, une accélération des changements climatiques est quand même important et sur lequel on peut agir. Et on peut y agir, tout le monde peut agir dessus à notre échelle. Sur la présentation que vous voyez, que j'espère que vous voyez d'ailleurs, il y a un exemple qui pour moi est flagrant. Tout à l'heure, je parlais de la cryosphère. Là, on parle des neiges du Kilimandjaro. Si on regarde les neiges du Kilimandjaro, à son époque, en 1912, vous voyez, depuis 1912, il a perdu 80% de sa neige. Des exemples comme ça, on peut en sortir à l'appel sur les pôles, sur le Groenland, sur d'autres parties. Donc, c'est vraiment visible. On le voit que cette partie-là a une importance et on peut agir dessus. Et l'environnement, c'est pas une simple lubie ou une ère du temps. On voit que dans les certifications mondiales qui existent à travers la planète, on en compte plus de 600 en fonction des différentes régions du monde et des conditions climatiques et de la position par rapport au pôle. Il y a des certifications qui existent et qui balayent l'ensemble de la planète. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un lieu commun, hein, ce que je vous dis là, mais c'est vraiment quelque chose qui est acté et qui est analysé par tous. Et on a d'autres certifications sur lesquelles on reviendra qui prennent également en considération. Si on regarde plus particulièrement le matériau d'aluminium, celui qui nous concerne, nous, un concepteur organiste, étant donné qu'on a toute la chaîne industrielle et qu'on la maîtrise de l'extraction du minerai jusqu'à la conception, à l'accompagnement que l'on fait auprès de vous, la source d'approvisionnement en aluminium, on voit bien que l'aluminium primaire augmente. Sa production augmente à travers le temps. On a pris une échelle courte, hein, de 2000 avec une projection jusqu'à 2030. On pourrait remonter à Napoléon III pour voir le début des procédés de fabrication. Mais on voit très clairement que les déchets post-consommation augmentent aussi et augmentent de façon beaucoup plus importante que la production même d'aluminium primaire. Donc, il y a besoin de trouver un moyen, un procédé qui permette justement d'utiliser ces déchets-là et de ne pas considérer que ces déchets-là vont partir à la benne, mais pouvoir justement les réutiliser et avoir un réemploi de ces déchets-là. On voit clairement que le challenge,
le challenge qui se présente, il est surtout sur le matériau aluminium. On ne va pas se mentir, on est objectif, hein, on est là entre nous. Celui qui a le poids carbone, l'empreinte carbone la plus importante est l'aluminium. On est à 10 kg de CO2. 10 kg de CO2 si on prend aujourd'hui l'analyse qui est représentée par rapport au cuivre, par rapport au bois, à l'acier, au PVC. Donc, il y a vraiment une urgence à agir sur le matériau aluminium. Et même en vous parlant du matériau aluminium, je vais le rapporter au bâtiment. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure, je vous parle de CO2, etc. Mais si on se met dans l'état d'esprit de regarder quelle est l'empreinte carbone d'un bâtiment de construction, d'un immeuble de bureau par mètre carré, alors c'est une question que je vous pose. Je n'attends pas de réponse parce que je ne vous entends pas. Mais si je vous laisse un petit peu de temps pour lire ce qui est indiqué, et pour vous donner un ordre de grandeur de ce que représente le poids de l'empreinte carbone par mètre carré de surface de bureau, je vous donne la réponse juste après. On est plutôt entre 800 et 1000 kg de CO2 par mètre carré. Et dans ces 800 à 1000 kg de CO2, 15% est impacté par l'enveloppe du bâtiment, par la façade et la menuiserie. Donc, on peut agir sur ces 15%-là. Il y a des moyens qui existent pour agir sur le reste, mais vous pouvez déjà agir sur ces 15%. Et si on regarde encore plus dans le détail et qu'on va directement sur la menuiserie, on prend un modèle, alors ça représente à peu près les côtes à coterme du bâtiment, pas du châssis, on est à 400 kg de CO2 sur cet ensemble menuisier. Et on regarde, enfin on voit bien que l'aluminium, lui, représente 24% du poids. Donc ce n'est pas le poids le plus important comparé au verre, mais par contre, il y a une empreinte carbone CO2 qui est à 65%, ce qui n'est pas négligeable. Donc on peut agir. On a un potentiel de circularité également. Donc on peut revenir sur 86% du matériau. Et si l'on fait l'effort en passant par de l'aluminium recyclé, je vous ai dit tout à l'heure, hein, sur l'histogramme, on le voit, on est à 400, en gros, c'est la valeur que vous voyez là, on est à 400 kg de CO2. Si on passe en aluminium recyclé, qui est le 4e histogramme, on divise par 2 l'empreinte carbone qui est de cette fenêtre-là. Alors, on se rapproche du PVC recyclé qui a un faible impact si on considère que 25% du matériau est recyclé en PVC, et on se rapproche également du bois. Sachant que le choix du matériau est aussi une contrainte architecturale, hein, pas uniquement simplement l'aspect environnemental n'est pas non plus le seul point que l'on regarde. Si on regarde de l'autre côté également l'empreinte carbone, tout à l'heure je vous parlais des poids et de ce qui représentait l'impact CO2, on va être méchant, on va regarder nos amis chinois de l'autre côté, l'empreinte que représente une biette d'aluminium, 1 kg d'aluminium en kilo de CO2. Les Chinois sont à 20 kg de CO2 par kilo d'aluminium produit. On regarde notre aluminium recyclé, on est à 2 kg de CO2. On divise quasiment par 10 la valeur. Alors, on va communément prendre plutôt la valeur européenne de ce qui est produit en Europe sur nos standards, qui est à 6,7. Donc, on divise au-delà de 3, le facteur 3, l'empreinte carbone, uniquement en prenant de l'aluminium recyclé, ce qui n'est pas du tout négligeable. Concernant l'aluminium et les valeurs que je vous ai présentées, vous allez me dire, vous me croyez sur parole ou je vous annonce des vérités, je vous annonce des chiffres, mais qu'est-ce que j'ai pour le prouver? Alors, on est passé par l'organisme, le DNVGL, justement, pour pouvoir avoir une certification. On a nos EPD qui permettent de le certifier, mais sur le DNVGL, on a considéré les codes UE, tout ce qui est le 170402, qui est ce qui est considéré comme déchets de construction et démolition. Donc, on a été certifié que l'on récupère des matériaux, des anciens matériaux, hein, pas forcément c'est des châssis que l'on va récupérer, pas forcément produits chez nous, peu importe l'origine, on va les acheter avec ce code-là qui a été vérifié et ensuite, on va les relancer dans la production. Donc, c'est des attestations qui sont disponibles, qui sont sous forme de PD, qui sont réglementairement analysées par un organisme tiers. Si on regarde son procédé, alors on ne peut pas le faire n'importe où, ce recyclage, cette réutilisation, ce réemploi d'aluminium. On a des usines qui ont été brevetées, sur lesquelles on va… Alors, je vous passe un peu tout le procédé très complexe, hein. Il y a des rayons X, il y a des courants de Foucault, il y a des aimants, il y a du déchiquetage sur différents process ou différents éléments. Mais on est capable de récupérer 80% de ces éléments, de ces alliages pour pouvoir le réemployer. Les 20% de copeaux rejetés, après, sont revalorisés, tels que le fer, l'acier. D'autres éléments sont revalorisés pour avoir d'autres circuits et réemployés
dans d'autres circuits. Donc, on a, nous, dans la capacité de pouvoir maîtriser cet outil-là parce qu'on a la capacité industrielle de le faire. Donc, tout ça est réalisé chez nous. Et vous obtenez, à la fin, des chips d'aluminium. On l'appelle communément des chips d'aluminium. Vous voyez là, pas très esthétique quand on voit sa forme telle qu'elle, mais on récupère ces chips d'aluminium, on le renvoie dans une autre usine du groupe à proximité qui n'est pas très éloignée, sur lequel on va refondre ces chips d'aluminium et obtenir des billettes d'aluminium qui auront les mêmes caractéristiques techniques, qui pourront être utilisées pour réaliser les mêmes châssis que sur de l'aluminium primaire, uniquement avec la base d'aluminium primaire. Comme on peut le voir sur la constitution de ces billettes d'aluminium, alors on a 75% minimum de déchets post-consommation. Mais c'est vraiment un grand minimum. On est plus aux alentours des 80-82% en aluminium. Alors, on a toujours également une part d'aluminium primaire qui est dedans pour pouvoir y ajouter des caractéristiques techniques particulières. Donc, c'est un savant mélange qui est présenté, une chimie qui est faite, mais on a toujours cette utilisation-là. On ne peut pas s'en passer. Alors, on travaille pour pouvoir s'en passer, mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Mais sachant qu'en réduisant aussi considérablement l'utilisation de cet aluminium primaire, on n'utilise que 5% de l'énergie qui serait nécessaire, 5% de l'énergie qui serait nécessaire, alors que si on utilisait de l'aluminium pur primaire, on pourrait considérer que c'est 100%. Mais on est vraiment sur une utilisation raisonnée de l'énergie qui sera nécessaire à la formation de cette transformation de cette billette. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est un procédé que vous avez lancé, vous le faites, est-ce que vous allez le faire, quand est-ce que vous le faites, est-ce que c'est un concept? Alors non, c'est pas un concept. On a déjà également des projets qui ont été faits, dont la tour Hyperion à Bordeaux, qui était la plus grande tour de France en bois, avec un noyau central en béton, mais une ossature bois. Et sur ce projet-là, il y a eu une volonté architecturale d'avoir de l'aluminium. Et lorsque l'on a présenté, on a parlé de notre aluminium recyclé, il y a eu une vraie volonté du maître d'ouvrage de mettre en avant cet aluminium recyclé. Donc, on l'a utilisé pour ce bâtiment-là, en ayant les mêmes caractéristiques techniques. Surtout que pour le promoteur, ça n'a eu aucune incidence financière. On le commercialise, nous, au même prix qu'un aluminium primaire. On considère, nous, alors pour nous, ça n'a pas un impact neutre. Hein. Il y a un impact financier à utiliser cet aluminium recyclé et à faire tous les procédés de fabrication qui vont avec. Mais on considère que demain, ça sera le standard. Alors, pour être au standard et pour être prêt, il faut qu'aujourd'hui, on soit équipé et qu'industriellement, on soit capable de pouvoir produire et produire en masse. Alors, on a d'autres projets, hein, pas uniquement qu'à Bordeaux, on en a fait par exemple à Lille. Depuis, la liste s'est considérablement allongée. Là, c'est une école d'ingénieurs, IESEC, qui est basée dans le Nord. Pareil, hein, il y a eu une forte volonté de pouvoir mettre de l'aluminium recyclé, de voir de l'aluminium recyclé sur le bâtiment. Donc, on l'a mis en place. Et on ne s'arrête pas qu'à la France, on le fait sur tout le monde entier. On a beaucoup les pays nordiques qui sont très demandeurs de cet aluminium recyclé, ils sont en avance sur ce domaine-là. Donc on le voit, même dans les pays du Moyen-Orient, il y a une volonté également de pouvoir mettre en avant ce matériau-là. Aujourd'hui, je vous montre 40 projets, mais il y en a bien plus de 40 projets qui ont été à l'étude, il y en a énormément qui sont lancés. Ce ne sont pas des projets qui se font par défaut en aluminium recyclé, ce sont vraiment des projets sur lesquels l'aluminium recyclé est exigé, demandé sur le projet. Tout à l'heure, on parlait de certification. Ça me permet de faire le pont avec Christine. On avait initié, avant même cet aluminium recyclé, une démarche volontaire de rentrer dans la certification Cradle to Cradle. C'est une démarche qui est propre chez nous, parce que c'est une certification qui est très exigeante, sur lequel le moindre élément en référence va être analysé. Si on prend un châssis, une fenêtre où il y a plus de 150 références, eh bien, on va aller regarder ce qui se passe chez les 50 fournisseurs. On va analyser les différents matériaux, le réemploi, la consommation d'eau. Il y a différents facteurs avec différents degrés et niveaux que l'on va obtenir. Et forcément, la personne qui sera le plus apte à vous en parler, ce sera surtout Christine, parce qu'ils sont les seuls évaluateurs généraux pour la certification Cradle to Cradle en France. Et ça me permet de te donner la main, Christine. Oui, tu souhaitais que j'intervienne sur le sujet de la certification? Non, je t'en prie. Non, c'était pour te renvoyer la main sur cette partie. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cela, parce que c'est très très important ce que tu viens d'indiquer. Et effectivement, Vicona est un des acteurs principaux. Donc je pense que là, on voit mon écran.
est un des principaux acteurs qui a fait énormément de travail sur la circularité de leurs produits. Et donc, moi, ce qui m'intéressait ce matin de partager avec vous, c'est qu'une fois qu'on a conçu des produits circulaires type ceux de Vicona, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans les bâtiments pour que tout le travail que vous allez faire, vous, bureau d'études, architecte, en amont, ne soit pas perdu, voire même soit générateur d'impact positif pour l'ensemble, c'est-à-dire pour vos clients. Alors, effectivement, comme le dit Caïs, nous, depuis 2007, nous sommes les assesseurs généraux pour la certification Cradle to Cradle en France. Mais on a eu une idée qui a consisté à tellement apprécier cette certification Cradle to Cradle qu'on s'est dit qu'il fallait aller plus loin pour déployer cette certification, pour lui donner du sens surtout, parce qu'un produit seul, s'il n'y a pas tout un écosystème qui se met en route derrière pour pouvoir récupérer les produits et s'assurer qu'ils retournent dans les cycles de production, comme on a pu le voir à l'exemple ici avec Vicona, bah, c'était un peu du travail perdu. Alors en 2016, on a proposé une idée d'algorithme à la Green Tech Vert qui ont ces algorithmes ont été déployés et vous permettent maintenant pour vous de créer, de concevoir, de designer des bâtiments durables. Des bâtiments durables, alors je vois que sur mon écran il se passe des choses. Ouais. Des bâtiments durables qui soient bons pour la santé et pour l'environnement. Alors, on a parlé tout à l'heure de problème de CO2. Moi, je vais être assez directe. Problème de CO2, oui, et surtout problème de pénurie des matières, parce que mine de rien, lorsque vous utilisez des produits tels que, par exemple, les panneaux solaires, ici en partant sur la cinquième colonne par la gauche avec l'indium, eh bien, l'indium, si vous voyez cela sur mon écran, eh bien, l'indium, c'est un produit dont on connaît les stocks pour les 19 prochaines années et qui, pour l'instant et à ce jour, n'est pas récupéré. Ça veut dire que quand on veut faire de l'énergie renouvelable et qu'on veut mettre des équipements d'énergie renouvelable sur les bâtiments que vous designez, que vous concevez, eh bien, l'un des principaux produits importants pour cette énergie renouvelable, c'est l'indium. Et dans l'indium, pour l'instant, on n'a pas prévu la récupération. Et il n'y en a plus que pour 19 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes, peut-être qu'il y a d'autres sources d'indium qui ne sont pas connues à ce jour. Ce que je peux vous prédire, c'est un coût qui va augmenter de cet indium dans le futur lorsqu'on en trouvera d'autres. Donc s'intéresser au CO2, s'intéresser à la pénurie des matières est super important. Pourquoi est-ce qu'on veut s'intéresser à cette pénurie et à ces émissions de CO2? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il va falloir commencer à penser, et je pense que là, on sort tous d'une crise qui n'est pas terminée, mais on est en train de mettre en place ce qui est nécessaire pour y répondre. Eh bien, on voit des crises arriver. Et une des crises importantes que nous voyons déjà depuis une vingtaine d'années pour toutes les personnes qui sont intéressées par la planète et les générations futures, eh bien, c'est de réaliser que pour l'instant et à ce jour, on a mis en place des processus qui prennent extrait des matières pour fabriquer des produits, émettre du CO2, ces produits sont utilisés puis sont jetés. Et donc, c'est ce qu'on appelle la gestion des déchets. Et ce que nous proposons, et c'est l'objet de cette réunion aujourd'hui, de ce webinaire, c'est de passer à une économie circulaire où, au contraire, des personnes telles que Vicona ont extrait une première fois des matériaux ou en ont récupéré, caractérisé pour pouvoir les réintroduire dans leur cycle de fabrication, fabriquent des nouveaux produits qui sont livrés sur des chantiers, qui sont utilisés et qui ont cette capacité à retourner en fin d'usage dans les cycles de production. C'est vraiment ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et donc, on voit bien qu'on ne s'intéresse pas uniquement qu'à la gestion de déchets, mais bien au cycle complet. Alors, Caïs parlait du Cradle to Cradle, qui est un des moteurs de cette économie circulaire. C'est un standard qui a plus de 30 ans maintenant et qui repose, et c'était l'objet de mon intervention tout à l'heure, sur le fait qu'il y a deux cycles. Il y a à votre droite sur l'écran le cycle biologique. En gros, ça concerne tout ce qui est compostable. Et à gauche, tout le reste, c'est le cycle technique dont font partie les produits Vicona. Que nous dit cette philosophie Cradle to Cradle qui maintenant a plus de 30 ans? Eh bien, on part du principe que lorsque l'on va concevoir un produit, tout est ressource. Je ne suis pas en train de dire que le produit en fin d'usage va devenir un déchet et qu'on va chercher à en faire quelque chose. Je suis en train de dire que dès la conception du produit, il n'y aura pas de déchet en fin de vie
parce que le produit a été conçu pour boucler la boucle. On va utiliser un maximum d'énergie renouvelable sur le site de fabrication, parce que finalement, si vous regardez la nature, comment est-ce qu'elle fonctionne, mais finalement, le solaire est ce qui est l'énergie majeure et qui est disponible jusqu'à la fin des temps. Et donc, on va s'intéresser dans la certification Cradle to Cradle au type d'énergie utilisée sur les sites de fabrication. Un autre point important lorsque l'on regarde la nature, c'est la diversité et la coopération entre les espèces. Et là, vous voyez bien que pour faire ces deux cercles, ces deux boucles, il est nécessaire de coopérer. Et nous aimons rajouter ici chez Psycléa, écosystème résilient. Ça veut dire que ce n'est pas le tout de faire un produit qui soit bon pour la santé et l'environnement, ce n'est pas le tout de créer un circuit complet pour pouvoir le récupérer, mais il s'agit, vous, Vicona et nous, que nous construisions un écosystème qui soit résilient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va plus séparer l'environnement de la santé des modèles d'affaires, c'est-à-dire de votre santé financière. Ça, c'est très important. Ça fait partie d'un des points majeurs. Souvent, on me dit, oui, mais ça coûte plus cher. En fait, non, mais il faut le penser dès le début. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Vous retrouvez ici les deux cycles biologiques et techniques. Et donc, vous avez ici un exemple de boucle biologique avec le t-shirt, par exemple, que vous retrouvez maintenant dans des magasins comme C&A, par exemple, où vous avez des t-shirts qui sont vendus à partir de 7 € et qui ont été entièrement conçus pour pouvoir ensuite être recyclés dans la terre, donc compostés dans la terre. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, C&A a réalisé qu'il était grand temps maintenant de régénérer les terres agricoles pour pouvoir continuer à faire pousser du coton biologique, qui permettra à la fabrication de tous ces produits, t-shirts, jeans, chemises, chemisiers en coton. Et si en plus on fait attention aux colorants que l'on va ajouter au textile, aux fils de couture et aux étiquettes, on va réussir à faire des vêtements, par exemple CA, qui peuvent tous retourner à la terre. Et on peut imaginer dans le futur, lorsque ça sera plus répandu, de récupérer l'ensemble de ces produits pour faire du compost, pour régénérer les terres qui ont vu naître le coton. Ça, c'est la boucle biologique. En ce qui concerne la boucle technique, vous avez ici un exemple de moquette de la marque Target, ça pourrait être également la marque Interface. Cette moquette a été conçue pour être fabriquée, déposée, dépolymérisée, refaire un fil neuf de moquette pour pouvoir refaire une nouvelle moquette qui pourra être réintroduite donc du coup dans les foncières et dans les bâtiments qui sont en cours de construction. Ce qu'on est en train de montrer là, c'est qu'il ne s'agit pas de récupérer des vieilles dalles de moquette et de faire du réemploi avec ces vieilles dalles de moquette. On est en train de dire, et je pense que Vicona l'a bien expliqué tout à l'heure, qu'il est déjà possible de récupérer de nombreux produits dans les bâtiments qui ont été conçus pour être collectés, pour être upcyclés et pour être réintroduits dans les cycles de fabrication. Ce système dont je suis en train de vous parler là, c'est le upcyclage, d'où le nom de upcycléa. Ça veut dire que vous, les fabricants de produits et nous, tous ensemble, on va créer de la valeur pour que la valeur qui se trouve dans la matière du produit ne soit pas perdue et puisse financer l'ensemble de la boucle circulaire. Donc on est loin du réemploi uniquement, on est en train de dire qu'il est déjà possible de choisir les bons produits qui vont être sélectionnés, posés dans les bâtiments, récupérés en fin d'usage, réintroduits dans les cycles de production, le tout à émissions de CO2 nettement inférieures puisqu'on utilise nettement moins d'énergie pour ces systèmes d'upcyclage et de recyclage en gardant la valeur de la matière. Alors l'exemple ici, par exemple, de la moquette, vous avez ici cette moquette qui a été conçue pour être désassemblée et qui est remise en boucle. Et ce qui est intéressant, c'est que la moquette en polyamide peut être récupérée pour être réintroduite chez DIM, par exemple. Parce que lorsque DIM veut faire des collants pour femmes en nylon, mais à partir de nylon qui a été recyclé, c'est-à-dire un monomère qui est issu d'une dépolymérisation de fibres anciennes, eh bien, il est possible de réintroduire ce nylon, pas forcément chez Target ou chez Interface ou aux États-Unis, mais aussi chez un autre industriel qui va utiliser ce nylon pour faire des produits neufs. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette certification Cradle to Cradle et qui est cette notion d'impact positif, par exemple,
La moquette ici que vous avez sous les yeux a été prévue pour avoir une fonction supplémentaire. Non seulement elle n'émet pas elle n'émet pas de COV, non seulement elle est recyclable à 100% et on retrouve dans les cycles de production non pas les 85% qui sont liés à l'état de l'art au niveau de l'aluminium comme présenté par Vicona, mais là on est quasiment sur du 98% de la fibre qui est réintroduite dans les cycles de production, mais en plus la boucle de la moquette a été designée pour capter les petites poussières qui sont en suspension dans les bâtiments et donc pour purifier la qualité de l'air intérieur. Ça a été testé dans des écoles dans les Pays-Bas et le résultat a été assez probant. Souvent, on pense qu'un sol dur est plus important pour les problématiques d'asthme et autres acariens qu'on va trouver dans les moquettes. Eh bien, ici, ils ont répondu à cette difficulté par une opportunité de design d'une boucle qui permet de récupérer toutes les petites poussières en suspension et mesurer par un tiers de confiance la qualité de l'air intérieur et prouver que finalement, un sol en moquette, nettoyé avec les bons produits et qui n'émettent pas de COV, est capable d'avoir une qualité de l'air bien supérieure, une qualité de l'air intérieur, à celle d'un sol dur habituel. Donc, on revoit complètement les idées que l'on peut avoir sur les produits et on repense l'importance du choix des matériaux pour pouvoir faire un monde, pour pouvoir faire un environnement construit qui ait des impacts positifs sur la santé, sur l'environnement et encore une fois, sans oublier les aspects évidemment financiers. Alors, le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce que cette économie circulaire peut faire des bâtiments résilients et durables. Eh bien, vous êtes les premiers concernés à savoir que sur les millions de mètres carrés qui sont construits tous les ans, eh bien, le gros problème lié aux bâtiments en particulier, ce sont ces émissions de CO2, et on a bien balayé le sujet tout à l'heure avec Caïs. C'est aussi la génération des déchets qui sont énormes. 70% des déchets en France sont des déchets issus du bâtiment, du BTP plus exactement. Et l'ensemble de ces déchets, vous savez qu'il y a maintenant une loi sur l'économie circulaire qui devient très importante parce qu'évidemment, on veut pouvoir se débarrasser de l'ensemble de ces déchets. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le modèle linéaire de design d'un bâtiment? Eh bien, vous avez des fabricants de produits qui livrent des produits à un chantier de construction, produits qui sont mis en œuvre, produits qui sont ensuite sous forme d'un bâtiment livrés à un propriétaire qui, en général, et ça, j'en parlais récemment encore avec l'aménageur de Boucle Nord-Seine qui met sur la table 30 millions d'euros pour réhabiliter tout un territoire de 80 hectares afin de construire des nouveaux bâtiments. Eh bien, l'ensemble de ces produits, finalement, sur 25 à 30 ans, va se retrouver dans la poubelle pour des coûts de traitement qui sont imposés soit au promoteur qui reprend le terrain de toute façon au final, soit de toute façon à la collectivité. Et évidemment, ce que l'on veut faire, c'est changer de modèle. Alors, non seulement vous avez ces bâtiments qui, en fin d'usage, 25 ans, 30 ans, 40 ans, sont entièrement balayés sous forme de déchets, mais en plus, c'est bien noté maintenant, c'est bien connu, vous avez en plus, selon le type de bâtiment que vous construisez, et là je suis plutôt dans le modèle tertiaire, très souvent, vous voyez apparaître ici le nombre de fois où les lots sont changés pendant la vie d'un bâtiment. Récemment, ICAD m'indiquait que la moyenne d'un que la moyenne d'un siège social dans un bâtiment, c'est 6 ans en Ile-de-France. C'est-à-dire que quasiment tous les 6 ans, la majorité des lots intérieurs va être changée pour pouvoir convenir aux nouvelles occupants des locaux. Et donc là, vous avez sous les yeux, vous aurez ce PDF à l'issue, vous avez sous les yeux le nombre de fois où les lots sont renouvelés, constatés dans la réalité. Parfois, et nous c'est notre expérience maintenant, c'est plus sur 25 ans que sur 30 ans. Vous avez des locaux, par exemple, récemment, qui n'ont jamais été occupés par une grande foncière parce qu'ils ont été revendus sur les Champs-Élysées avant même l'occupation, au flagship de Nike en haut des Champs-Élysées, et où finalement, quasiment les 2/3 de ce que vous avez là à l'écran aura été changé pour remettre ce nouveau bureau et ces nouveaux locaux aux couleurs de la nouvelle marque qui reprend les bâtiments. Donc, il ne s'agit pas de penser le bâtiment que vous concevez comme quelque chose de fixe qui, de toute façon, finit à la poubelle. C'est terminé. Les foncières connaissent maintenant ces nouveaux modèles.
les foncières réalisent actuellement que les bâtiments dans lesquels elles investissent sont en réalité des métabolismes très lents dont il faut absolument caractériser l'ensemble des produits pour pouvoir les suivre dans le temps et donc passer au modèle circulaire, celui que vous avez maintenant sous les yeux, où finalement des industriels tels que Vicona, qui ont fait des énormes efforts de design et de R&D, sont capables de vous proposer des produits qui sont mis en œuvre dans des chantiers de construction pour être vendus à des propriétaires, et ces propriétaires slash gestionnaires slash exploitants vont ensuite créer un nouveau mode de gestion de leur bâtiment que l'on va appeler la gestion des ressources, le resource management, pour que l'ensemble de ces produits soient capables de créer un modèle d'affaires pour eux et qui puissent générer, sinon des économies, au moins des économies, voire des revenus, parce que tout aura été pensé dès le départ pour la gestion de ces produits en fin d'usage. C'est extrêmement important parce que récemment, une foncière nous indiquait qu'ils en étaient maintenant à réfléchir à la conception d'aménagement intérieur qui sera pour eux une base de nouveaux revenus, d'augmentation de leur marge au départ de leurs locataires. Donc là, on est en train de parler maintenant d'un nouveau modèle d'affaires qui est en train d'émerger et tout va dépendre du choix que vous allez faire dans la conception. Alors, de quoi est-ce que l'on parle? On parle déjà, et vous allez voir, on n'est pas en train de parler de rêves ou de choses à 4-5 ans, on est en train de parler de bâtiments qui sont déjà suivis par Upcycléa et des bureaux d'études selon cette méthodologie, où on est capable d'obtenir jusqu'à 82% des produits du bâtiment qui sont recyclables, où on est capable de diminuer l'empreinte CO2 des produits du bâtiment, et où on est capable de proposer à la foncière un modèle d'affaires qui pourra récupérer jusqu'à 15% de la valeur financière résiduelle des produits qu'elle a mis en œuvre dans son bâtiment ou qu'elle a fait mettre en œuvre grâce à vous dans son bâtiment. Comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, vous devez réfléchir le bâtiment comme une banque de matériaux. Une banque de matériaux qui est démontable, désassemblable. Donc, ça veut dire qu'au plus loin de l'état de l'art, on va commencer à réfléchir à concevoir un bâtiment qui a été prévu pour être désassemblé. Au niveau européen, il y a tout un mouvement des bâtiments built for disassembly. Ça veut dire quoi? Je vais réfléchir au système constructif. Et le point important, en plus du système constructif, c'est d'avoir prévu que l'ensemble des produits qui rentrent dans le bâtiment soient caractérisés par une pièce d'identité, une carte d'identité que nous avons appelée, nous, passeport circulaire, pour pouvoir ensuite copier, imiter le modèle Cradle to Cradle que vous avez ci-dessous, c'est-à-dire tout ce qui est compostable pourra, au fur et à mesure des rénovations, repartir dans le modèle compostable, et tout ce qui est upcyclable, c'est-à-dire modèle technique, pourra repartir dans les cycles de production, et ça vous permettra pour vous de livrer des bâtiments qui sont prêts pour être circulaires, et le promoteur pour lequel vous allez travailler ou la foncière pour laquelle vous allez travailler se verra propriétaire d'un bâtiment qui a été conçu pour être circulaire et qu'il pourra ensuite exploiter comme une banque de matériaux qui lui rapportera des économies ou des nouveaux revenus. Alors, qu'est-ce que c'est un bâtiment qui est inspiré du Cradle to Cradle? Eh bien, dans ces cas-là, vous avez également, on a mis au niveau européen, il y a un registre des bâtiments qui sont inspirés du Cradle to Cradle et où l'ensemble des produits qui rentrent, là c'est le centre de santé de Grande-Synthe par exemple qui fait 5000 m², où l'ensemble du bâtiment a été conçu selon ce modèle et où l'ensemble des produits est déjà prévu pour retourner dans des écosystèmes pour imiter le modèle Cradle to Cradle. Quels sont les bénéfices? Je vous en ai déjà parlé pour vos clients finaux. Hein. Là, vous travaillez, vous, pour une maîtrise d'œuvre, mais derrière, nous travaillons collectivement, nous tous ici sur ce webinaire, à livrer des bâtiments qui ne sont plus émetteurs de CO2, qui ne sont plus émetteurs de déchets, mais au contraire, qui vont permettre d'augmenter la circularité des bâtiments, augmenter le bien-être des occupants parce que la qualité de l'air intérieur sera améliorée parce qu'on a de l'information sur les produits que vous mettez en œuvre ou que vous choisissez, améliorer l'attractivité sur les territoires. La boucle nord de Seine, par exemple, les anciennes friches d'Assaut, par exemple, sera conçue selon ce modèle. Des très belles références qui existent déjà selon ce modèle. 430 000 m² sont soit en cours de suivi, soit
en avant-projet détaillé, soit en construction. Vous en avez certains qui sont là et nous gagnons, c'est un peu comme nous disait tout à l'heure Caïs, des projets qui sont nombreux et de plus en plus nombreux parce que ce modèle intéresse les aménageurs qui ne veulent plus payer pour se débarrasser des déchets de projets mal conçus. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, pour concevoir un bâtiment, eh bien, il faut choisir des systèmes qui facilitent la réversibilité, qui facilitent le réemploi, qui facilitent le recyclage. Et en plus, il s'agit de choisir les bons produits qui seront caractérisés par des passeports circulaires. En ce qui nous concerne, on a déjà mis à votre disposition une base de données qui vous permet de sélectionner déjà plus de 3000 passeports circulaires, dont toute la base IGNES. Et comment est-ce que ces passeports circulaires sont conçus? Ils sont tout simplement conçus pour être équivalents ou certifiés Cradle to Cradle. Alors, on a parlé plusieurs fois de ce Cradle to Cradle. Les catégories ou les indicateurs du Cradle to Cradle sont les suivants. Tout à l'heure, Caïs en parlait. On va s'intéresser à la composition du produit jusqu'à le plus possible et si possible 100% pour être capable ensuite de vous donner de l'information sur la non-toxicité du produit. Donc ça, c'est un des indicateurs pour l'économie circulaire. Une économie circulaire où vous prenez des déchets dont vous n'avez pas de caractérisation, par exemple des vieux plastiques qui sont recyclés en dalles de jardin que vous mettez à l'extérieur. Si ces dalles de jardin sont issues de plastique qui n'ont pas été conçues pour être à l'extérieur, alors la toxicité qui est dans le plastique va partir dans les nappes phréatiques et vous n'aurez pas fait une économie circulaire bonne pour la santé et l'environnement. Donc cette non-toxicité est essentielle dans le choix de produits que vous mettez en œuvre. Ensuite, on s'intéresse au degré de circularité, à l'empreinte CO2 et au recyclé, au recyclable et au biosourcé qui décrivent ces produits au niveau circularité. Les deux autres indicateurs importants sont celui de l'énergie et la gestion de l'eau sur le site de fabrication qui fabrique ce produit en certification Cradle to Cradle, et puis enfin les aspects sociétaux. Donc ça veut dire que si on repense à Vicona, il y a eu ce travail qui a été fait sur ces 5 critères de façon très importante et approfondie, qui sont ensuite entièrement audités par des assesseurs généraux et qui ensuite leur permettent de délivrer les critères de certification et le niveau obtenu de Cradle to Cradle, et nous, qui nous permet ensuite de mettre l'ensemble de ces produits dans notre librairie en fonction des critères qui ont été acquis. Ensuite, on a choisi des produits, on a choisi de faire des systèmes constructibles et on a sélectionné les bons produits. Ensuite, on va s'intéresser à la signature circulaire du produit. Cette signature circulaire du produit vous permet 4 indicateurs calculés automatiquement. On va s'intéresser à la neutralité carbone qui est liée au CO2 dans les matériaux qui sont sélectionnés dans votre projet. On va s'intéresser à tendre vers le zéro déchet et on va s'intéresser à augmenter la valeur vénale du bâtiment grâce à la valeur résiduelle des matériaux qui sont mis en œuvre dans le bâtiment que vous avez choisi. Donc, on calcule une signature circulaire, l'empreinte carbone, le degré de non-toxicité, le degré de circularité et la valeur financière résiduelle. Et ça va vous donner un niveau atteint par la sélection des produits que vous avez fait. Et vous pourrez, auprès du promoteur, selon la qualité des produits que vous aurez choisis, donner une signature circulaire à votre projet qui servira de preuve de ce qui aura été livré finalement au propriétaire. Bien évidemment, je fais court, mais sachez que c'est ce que permet de faire maintenant notre outil MyOpsyCléa, l'ensemble de ces taux se calculant automatiquement. La valeur résiduelle, elle est intéressante. Hein. Souvent, c'est finalement, je ne vous cacherai pas, le nerf de la guerre des foncières. C'est-à-dire que, bien sûr, on a tous parlé de CO2, de non-toxicité, de circularité, de gestion des déchets. Mais vous, comme nous, vous savez tous que ce qui va être important, c'est de s'assurer que l'on est capable de financer l'ensemble de la démarche. Et donc, pourquoi est-ce que vous, en amont, vous allez choisir les bons produits et les mettre en œuvre de façon circulaire? C'est pour que la foncière, au final, puisse récupérer une valeur résiduelle qui est elle-même calculée automatiquement dans la plateforme. Alors, comment est-ce que cela peut être récupéré? Bien, tout simplement parce que l'ensemble des passeports circulaires que vous sélectionnez
Vous allez en mettre une quantité et une localisation, et derrière, les algorithmes vont faire leur calcul de signature circulaire. Mais plus intéressant encore, la foncière, lorsqu'elle sera abonnée également à Maiotica, pourra gérer en temps réel au fur et à mesure de ses rénovations la récupération des produits au fur et à mesure de leur disponibilité. Et l'intelligence artificielle qu'il y a dans cette plateforme va permettre de faire les meilleures propositions possibles de retour dans les cycles de production, et donc permettra de dire, ah bah tiens, je change ma façade, bah ça tombe bien, Vicona a tout un système de collecte-récupération de ces façades en aluminium pour pouvoir les réémettre, les réintroduire pardon, dans leur cycle de production de façade. Et c'est ce que permet de faire l'outil. Point important pour vous, on a maintenant une identité, un numéro ID qui est lié au passeport circulaire, qui peut être ajouté dans les objets BIM que vous utilisez. Et nous faisons des exports depuis tous les jumeaux numériques pour pouvoir faciliter le calcul de la signature circulaire. Alors pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à ce type de démarche? Non seulement vous livrez à vos foncières des bâtiments qui sont prêts pour être circulaires, mais en plus, en faisant le travail dès l'amont, vous êtes capable d'aller chercher des points supplémentaires dans toutes les certifications. Et bien évidemment, Vicona vous permet de gagner des points vu la qualité de leurs produits. Pour terminer, ça c'était un petit peu l'annonce que je voulais faire avant de passer aux questions, et je vais passer la main à Caïs tout de suite. Eh bien, mi-septembre, nous ouvrons un catalogue qui sera disponible en ligne sur simple inscription, et j'aurai le plaisir de vous adresser le lien pour vous inscrire et avoir accès gratuit à l'ensemble des passeports circulaires qui ont été déjà réétés, notés dans la base de données pour pouvoir vous aider, vous, et simplifier la vie dans votre travail pour constituer des bâtiments sains et circulaires dans votre démarche de bâtiments résilients. Je te propose de reprendre la main. Caïs. On ne t'entend pas. Hop là, ça devrait être beaucoup mieux là. Super, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Merci Christine. Bah, Donc, parfait. J'ai une question qui a été posée au cours de ta présentation. Alors, je pense que tu y as répondu après, au pas fur et de à souci. mesure de ta présentation. Je vais la lire telle quelle. Alors, Mhm. pourcentage des constituants renouvelés dans les bâtiments. Ne Oui, peut-on pas aussi allonger la durée d'utilisation de ces constituants par les matériaux utilisés, mais aussi la qualité de conception et de réalisation? bien sûr, et il faut pousser le sujet le plus loin possible. Maintenant, on est confronté à une réalité, et c'est ça que j'aime dans le Cradle to Cradle, c'est cette vision, cette inspiration, c'est qu'il faut mettre la juste quantité de matière et mettre cette juste quantité de matière à la réalité de l'usage. C'est-à-dire que vous pouvez livrer, vous, en conception, le bâtiment le plus durable possible. La réalité, quand vous vous intéressez à vos clients finaux, c'est-à-dire comme moi, pardon, c'est-à-dire les foncières, bah, la réalité de leur usage, c'est que d'abord, vous avez des plans d'amortissement qui font que dans tous les cas, ils vont pour l'instant continuer à amortir leurs produits et ils devront les changer. Et l'autre réalité, c'est la vitesse à laquelle les entreprises, les sièges sociaux vont tourner dans les bâtiments. On est dans le domaine du bâtiment tertiaire. On retrouve la même chose dans tout ce qui est restaurant, les chaînes de restauration, dans les chaînes d'hôtels, par exemple. On travaille avec les hôtels Accor pour Accor Invest, et où là, on a conçu des chambres Ibis, et bientôt, on va s'intéresser aux chambres Novotel, où tout a été conçu pour faire une cascade de réutilisation des produits. Mais vous, lorsque vous arrivez, par exemple, dans une chambre d'hôtel où vous attendez un certain standing, bah, ce standing fait que même le meilleur des produits, à partir d'un certain usage, qui est en général entre 5 et 7 ans, par exemple pour les hôtels, c'est une réalité, ben, il va falloir changer ce produit. Donc, le Cradle to Cradle dit la juste mesure en termes de matériaux, quantité de matériaux, et la réalité de l'usage. Si collectivement, tous ensemble, on allonge la durée de l'usage, eh bien évidemment, on allonge la durée de la démonstration que je viens de faire. Mais on ne peut pas décorréler le bâtiment qui est fait sous une certaine conception et la réalité de l'utilisation par les utilisateurs, et entre autres, par exemple, par
les collaborateurs dans les grandes entreprises qui tournent fréquemment et par les magasins, les banques, les hôtels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toute cette démarche se reproduit également au niveau du résidentiel et des maisons individuelles. À ma grande surprise, une maison à ses composants entièrement changés sur 40 ans et un propriétaire change de maison. En fait, une maison voit son propriétaire, un nouveau propriétaire en moyenne en France tous les 7 ans. Et ça, c'est juste une réalité aussi qu'on doit partager. Donc, c'est pas de lutter contre la réalité des 7 ans, des 6 ans ou de l'amortissement. C'est de se dire, en face des pratiques actuelles, et je pense que toute personne qui est ici sur ce webinaire va pas dire, ah oui, ma maison a été faite pour être durable, donc je vais rester 15 ans au lieu de 7 ans. Non, la réalité, c'est que vous avez peut-être changé de travail, changé de vie. Donc, la réalité, c'est que tous les 7 ans, la maison change de propriétaire, donc il faut concevoir une maison qui réponde à ce besoin. Ça remet en cause la façon dont on voit le résilient et le durable. Par contre, quel type de matériaux je vais mettre en œuvre pour qu'ils puissent suivre cette boucle? Et là, Vicona, Caïs, tu l'as entièrement bien démontré, c'est que vous prévoyez dès le départ le bon produit qui permet cette durabilité, cette résilience. Parce que dès le départ, vous avez innové pour vous assurer que ça retourne dans le cycle de fabrication avec, tu m'as donné les chiffres, je suis désolée, je ne me rappelle plus, mais c'est sans commune mesure en matière d'émissions de CO2. Donc, il ne faut pas mélanger décroissance et économie circulaire avec la juste quantité de matière et le vrai usage, tout en le pensant pour être le moins émetteur de CO2 pour la boucle complète. C'est un peu long ma réponse, mais c'est juste la réalité en fait. Il ne faut pas décorréler la réalité du marché. Très bien, bah, c'est clair. Ça a été clair, Cathy. Alors, j'ai une autre question, enfin, j'ai plusieurs autres questions qui ont été posées. La première, bah, celle-ci, elle s'adresse plus à moi. Quel est l'impact du thermolacage et de l'anodisation sur les possibilités de recyclage de l'aluminium? Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu court tout à l'heure quand je vous ai présenté le process de recyclage et justement le procédé industriel, mais lorsque l'on les récupère, les différents matériaux, peu importe la finition qu'il va avoir. On ne fait pas de tri ou de choix au début en prenant uniquement des profilés qui ont été anodisés, uniquement des profilés laqués, uniquement des profilés qui ont une certaine finition. On va récupérer tout type de profilés et le process qui est avec des montées en température et autres vont faire que toute cette finition qui sera dessus sur le matériau ou le constituant même propre du matériau ne va pas altérer après les caractéristiques techniques en soi de la billette. Donc, il n'y a pas d'incidence sur son impact. Après, sur la billette en aluminium qui sort en aluminium recyclé, elle sera thermolaquée de la même façon. On aura l'anonisation qui sera présente également. Il n'y aura pas de contrainte architecturale sur la finition du profilé aluminium lorsqu'il est issu de l'aluminium recyclé, quand il est en aluminium recyclé. C'était un peu l'objectif principal que l'on avait, c'était de ne pas avoir de contraintes sur ce matériau-là et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de limite, que l'on puisse que vous puissiez pas voir la différence sur tel ou tel choix de matériaux sur un projet et ne pas se dire bon bah on va faire du entre guillemets de l'environnemental et on va utiliser ce matériau-là et il faut qu'on fasse avec telle ou telle contrainte. Non, justement, on a voulu faire exactement pareil avec ce matériau-là et en le mettant en place. Donc, on n'a pas ces contraintes-là qui sont présentes et on a su les traiter. Ça a été des challenges aussi, pareil. Il y a eu pas mal de R&D, de travaux qui ont été faits sur plusieurs années pour pouvoir y revenir en fonction des taux d'alliage que l'on met dans les différentes constituants des matériaux. Mais on a fait en sorte que vous n'ayez pas ces contraintes-là dans le choix et dans les conceptions à venir et dans les choix architecturaux. Alors, j'avais une autre question, un peu plus longue celle-ci, qui concerne qu'en est-il des possibles coopérations avec les industriels du verre, notamment dans le cas des murs rideaux ou les complexes de vitrage spécifiques au-delà du 416-4 classique du double vitrage peuvent avoir un impact carbone considérable. Alors, ce n'est pas une question courte. Désolé. Des configurateurs de FDES alliant choix de l'ossature et choix du verre sont-ils à l'étude? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'on ne peut pas se dire je prends qu'un matériau, je prends qu'une petite partie et puis je me concentre que sur la petite fenêtre, la petite lorgnette qui est là et
et je m'arrête là. On ne peut pas venir proposer des solutions si on ne prend pas en compte tout ce qui est en interface avec la menuiserie, qui est le vitrage, qui est les panneaux de remplissage. On doit le travailler. Alors aujourd'hui, il y a des rapprochements qui sont faits avec ces différents industriels pour pouvoir proposer des solutions communes. C'est encore à l'étude pour l'instant, mais en tout cas, c'est indispensable et nécessaire que l'on propose une solution qui soit complète. On peut pas. D'ailleurs, Christine le faisait très bien l'explication tout à l'heure quand elle parlait du passeport circulaire. Quand on prend un matériau, on prend un bâtiment ou on prend une solution ou un concept qui a été réalisé, on doit connaître son impact environnemental global dans sa globalité, en prenant en compte tous les constituants et tous les matériaux qui sont utilisés. Donc forcément, c'est à l'étude et c'est quelque chose qui est attendu et que l'on réalisera de toute façon. Mais aujourd'hui, c'est un peu tôt pour le dire. On a été les premiers à lancer cet aluminium recyclé sur le marché. On n'a pas la volonté d'être les seuls. Au contraire, on a voulu faire changer les modèles existants et faire en sorte que ce soit le standard demain. Mais pour ça, forcément, comme tout pionnier, on est les premiers à avancer, on est les premiers à pouvoir trouver des solutions et pouvoir se rapprocher des industriels qui ont la volonté de faire changer les choses également de leur côté. Et tous ces éléments-là sont à l'étude. Mais c'est une question pertinente et c'est tout à fait vrai. Il faut regarder sur sa globalité. Alors, concernant le verre, en plus, ça me passionne d'autant cette question qu'en fait, les grands fabricants tels que Vicona et d'autres grands noms sont tous en train de réfléchir au retour dans les cycles de production et de s'assurer qu'il est possible de proposer maintenant quasiment des fenêtres complètes avec l'entourage Vicona et le verre à l'intérieur qui soient réintroduits dans les cycles de production. Il y a eu des effets d'annonce avec des fabricants de verre qui parlaient de leurs collecteurs partout en France, mais après discussion, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas si bien que ça. Donc là, maintenant, il va y avoir des annonces qui seront faites avant la fin de l'année sur les fabricants qui sont déjà dans cette démarche de récupération des produits pour les réintroduire et s'assurer que ça correspond bien aux nouveaux critères attendus d'économie circulaire. Et plus particulièrement, le sujet du verre, c'est d'ailleurs lors de une des réunions prospectives Vicona du début d'année, pré-Covid, que j'avais pris conscience de la difficulté des bureaux d'études liés à la fenêtre complète. Et donc, nous ne sommes pas chez Upcycler restés les deux pieds dans le même sabot pendant le Covid. Et donc, maintenant, on est directement en discussion avec les fabricants de verre pour s'assurer que c'est la fenêtre complète qui puisse être récupérée et réintroduite dans les bons cycles de fabrication et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle du sous-cyclage, c'est-à-dire un verre de qualité qui repart pour la fabrication de bouteilles, par exemple, mais qu'on ait bien du verre de qualité qui soit réintroduit dans du verre pour Vicona, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très inspirant parce que tout est en train de changer. Je ne sais pas si c'est l'effet Covid ou pas, mais on voit une accélération des demandes d'amélioration de toutes ces boucles et c'est vraiment notre expérience maintenant. C'est une bonne nouvelle. Oui. Alors, j'ai une dernière question, Christine, qui s'adresse plus à toi, sur le Cradle to Cradle. Alors, existe-t-il une valorisation du label Cradle to Cradle d'un point de vue RE 2020? Ah, bonne question. Par rapport à un RE 2020, je pense que c'est lié à la circularité et la non-toxicité. Et le réemploi, je suis désolée, je suis juste pas forcément la très bonne personne. C'est vrai qu'on a des points. On a des points pour toutes les certifications type LEED, BREEAM, HQE. Concernant RE 2020, en général, on ne la pose pas de cette façon-là. On me pose sur nos algorithmes qui font de l'économie circulaire et qui donnent clairement des points, enfin pas des points, mais qui améliorent le taux de réussite à la RE 2020. Oui. Eh bien, je vais vous donner une réponse plus précise à l'issue de ce webinaire et vous dire comment est-ce qu'on y répond. Oui, très bien. Bah, écoute, il n'y avait pas d'autres questions. Après, je pense qu'il faut le temps que les personnes puissent aussi ingurgiter la présentation. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça me permet justement de vous dire que cette présentation, elle est disponible en replay pour les membres de la communauté référent vertical. Donc, je remercie, j'ai vu qu'il y avait un grand nombre qui était connecté. Alors, vous pourrez vous y inscrire, hein, vous recevrez un lien pour pouvoir vous y inscrire et obtenir cette présentation et pouvoir après nous poser des questions ultérieurement, hein. Vous aurez nos coordonnées de toute façon si d'autres questions vous viennent.
Ça me permet également de conclure et de te remercier, Christine, pour ta Merci beaucoup présence. pour l'invitation. Mhm. Voilà, on a été complètement en phase et en adéquation, donc c'était totalement logique que l'on fasse cette présentation ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'environnement. On dit beaucoup que, attention, dans quel état on va laisser la planète à nos enfants. Je veux pas que mes enfants grandissent dans qu'il n'y ait plus d'arbres alors que moi j'en ai connu, etc. Il y a énormément de discours qui peuvent être faits. Il y a énormément de lieux communs qui sont présentés. C'est pas le but. On n'a pas ce discours-là. On vous présente pas les choses sur cet angle-là. On peut être dans une entreprise, faire de la croissance, faire du profit, tout en réutilisant les matériaux et il n'y a pas d'incompatibilité entre le côté respectueux de l'environnement et la politique d'une entreprise qui est de croissance et faire des profits. Ce sont des nouveaux matériaux. Le terme même de déchets devrait même être ne plus exister parce que c'est des matériaux après qui sont réemployés, réutilisés. Il y a eu beaucoup c'est une véritable transition parce qu'à l'échelle de l'humanité, on a fait beaucoup de découvertes de gisements, de ressources. Il y a eu beaucoup, le débat a beaucoup été fait sur la redistribution de ces ressources. Tout le monde s'est dit, bon, bah, c'est tel territoire, c'est sur ma zone géographique, ces ressources sont à moi, etc. Aujourd'hui, le débat, on le voit, on découvre très peu de gisements enfin, par la politique actuelle me donne tort, mais on a, l'actualité me donne tort, mais on a, le débat maintenant se tourne plus sur la conservation de ces ressources et même certaines ressources qui arrivent aussi à leurs limites et il faut également conserver leur existence. Donc maintenant, le débat se tourne autour de ça. Et pour pouvoir avoir un pied dans le débat, il faut pouvoir réfléchir aux alternatives qui existent. Et on a de l'ingéniosité. Hein. Psychléa aussi, je le disais tout à l'heure, a fait preuve d'ingéniosité en bouleversant les codes et en changeant les modes de fonctionnement et en réutilisant ces matériaux et vous donner le moyen de pouvoir vous les mettre en place ce process-là. Nous, de notre côté également, on a mis en place des choses pour pouvoir avancer, évoluer, faire changer les mentalités, parce qu'on a tous à notre échelle, que ce soit moi, Caïs, que ce soit Christine, que ce soit vous, n'importe qui est connecté à ce webinaire, a la capacité de changer. Aujourd'hui, sur nos projets, vous demandez simplement, exiger à ce qu'il y ait de l'aluminium recyclé, ça n'a aucune incidence financière, mais c'est un geste que vous faites pour la planète. Du côté de Psychléa, pareil, vous faites appel à cette banque de matériaux, vous faites appel à tous ces logiciels qui existent. C'est mis à disposition, vous pouvez y accéder et c'est de l'ingéniosité. C'est comme ça que l'on peut faire avancer les choses et bouleverser les codes. Donc aujourd'hui, la valorisation même, le mot déchet, où on ne peut plus envoyer nos déchets à droite, à gauche dans les différents pays où les sites de retraitement, les cotisations de toute façon augmentent, le coût augmente. Donc de toute façon, c'est un modèle qui ne va pas tenir. Donc il faut le voir même dès la conception au départ, tel qu'on l'a montré tout au long de la présentation. Lorsque la conception est vue et que les matériaux sont bien référencés, il n'y a aucune raison pour que ça aille dans un coût de retraitement et un coût supplémentaire. Donc tout ça, c'est de la valorisation et qui n'est pas incompatible avec l'économie de l'entreprise. Donc c'était sur ces quelques mots-là que je voulais conclure ce webinaire-là. Je te remercie encore, Christine. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre attention. Et merci pour votre Merci à vous pour votre attention tout au long de ce webinaire. Merci beaucoup. Aidez-nous à faire changer les choses. Exactement. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.